Une enquête ouverte pour délit de fuite après le naufrage d'un chalutier des Sables d'Olonne. Un chimiquier norvégien est soupçonné d'avoir éperonné le bateau sans s'arrêter. Les 35 heures au menu de la rentrée sociale de François Fillon. Le ministre recevait aujourd'hui notamment Marc Blondel de FO et Bernard Thibault de la CGT. Manifestation des sans-papiers devant le ministère de l'Intérieur. Des clandestins venus demander une régularisation massive de leur situation. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Un vice-président va en guerre. L'Américain Dick Cheney milite ouvertement pour une intervention armée et rapide en Irak. Des points aux oubliettes. L'administration patauge lorsqu'il s'agit de retirer les points sur le permis des conducteurs en infraction. Enquête édifiante. Et puis Daniel Auteuil est l'invité de ce journal. Avec lui, nous parlerons de L'Adversaire, le dernier film de Nicole Garcia, tiré d'une histoire vraie, celle de Jean-Claude Roman. Le film raconte la dérive mythomane et meurtrière d'un discret père de famille. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il n'y a plus guère d'espoir de retrouver vivants les 4 marins disparus dans le naufrage du chalutier Sistude au large de l'île de Sein. Une enquête a été ouverte par la justice française pour homicide involontaire et délit de fuite. Un chimiquier norvégien est suspecté d'être entré en collision avec le chalutier français et de ne pas s'être arrêté. Fanny Auvergne, Jérôme Soulard. 126 mètres de long, des milliers de tonnes de produits chimiques à bord. Voici le Beau Eagle, un cargo norvégien qui serait à l'origine du naufrage du chalutier français. À son bord depuis ce matin, des experts français examinent la coque. Visible à l'œil nu, un trou, une voie d'eau sur le flanc gauche où 200 tonnes de produits toxiques se sont échappés. Il est clair que ce navire a des brèches et a touché quelque chose, qu'il l'a rayé au moins et voire ouvert à certains endroits, surtout le long de la coque bâbord. L'armateur norvégien, joint au téléphone, se dit prêt à coopérer avec les autorités françaises. Pour lui, l'équipage ne s'est rendu compte de rien. Le bateau a tangué très fort entre 2h et 4h du matin. Mais l'équipage a cru que c'était une grosse vague. Ça me paraît totalement invraisemblable que nos officiers aient tenté de s'enfuir s'ils avaient eu conscience d'être entrés en collision, d'avoir eu un accident. Au Sables d'Olonne, le port d'attache du chalutier français, l'enquête ne fait que commencer, les responsabilités restent à établir. Apparemment, j'ai bien apparemment, ce serait le gros navire, le cargo, donc, qui aurait eu la priorité. Mais ceci étant, y a-t-il eu une faute quand même de veille ou de je ne sais quoi qui aurait pu expliquer que malgré tout il y a eu l'éperonage? Ça reste à déterminer. En route vers Rotterdam, le chimiquier va s'arrêter à Dunkerque. Sur ordre du Premier ministre, à quai, les enquêteurs poursuivront les investigations. L'accident s'est produit au large de l'île de Sein, à proximité de ce rail d'Ouessant où 150 navires passent chaque jour. Pour tous les pêcheurs qui naviguent dans cette région, la hantise, c'est donc la collision, d'autant que sur leurs petits bateaux, ils ne font pas le poids face aux supertankers longs de plusieurs centaines de mètres, difficilement manœuvrants et dont la visibilité est très réduite, a fortiori la nuit. Christophe de Valambra et Alain Darigan. Le Fischer Golf, un chalutier de la Cotinière. En mer de nuit, les hommes prennent des quarts de veille. Une personne à la barre, le radar en marche, les environs sont sous contrôle. Mais la première des sécurités, c'est avant tout la vigilance. Il suffit qu'à un moment où tu surveilles pas, tu as 2 navires qui changent de cap ou un pilote automatique sans encore d'électronique qui se met à mettre un coup de barre sans savoir ni pourquoi ni comment. Si le gars est parti, je sais pas moi, faire ce qu'il avait besoin de faire, et puis t'as l'avarie. Hein. Il y a bien une alarme anti-collision couplée au radar, mais trop peu fiable dans le gros temps. Dès que t'as du clapot, elle se met en route. Hein. Donc vous la mettez pas en route la plupart du temps? Tu veux pas. Je reste à la veille dessus, puis c'est tout. Hein. Une veille rigoureuse. Sur les cargos, c'est aussi la première des précautions. À 30 mètres au-dessus de l'eau, la vue porte loin. Mais compte tenu de l'inertie de ces géants des mers, peu manœuvrants, les 2 hommes de veille se fient largement à de puissants radars. En général, ils utilisent 2 radars, un pour l'anticollision proche et un plus pour la navigation avec une portée plus éloignée. La plupart des radars, c'est des normes internationales, sont équipés de systèmes anticollision. Donc l'officier de quart pointe le navire, où il peut aussi instaurer des cercles de distance ou d'alarme. Et donc le navire, s'il a une route de collision, va être détecté et mis en alarme. Cargo et chalutiers sont donc équipés et préparés pour prévenir les collisions. Reste l'éventualité d'un problème matériel ou humain. L'enquête devra mettre au jour les circonstances du drame.
Retour progressif à la normale dans la région de Béthune et de Lens. Après les violents orages de la matinée, l'eau est montée d'1 mètre dans certaines communes. À Alouagne, village du Pas-de-Calais, Annemourg, Patrick Wurstorm. Ah, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Venez voir. Regardez. J'ai plus rien, plus rien. Vous voyez, regardez, dans le lavabo, partout. Et tout était nickel propre. Cette nuit, en quelques minutes, l'eau s'est engouffrée dans la maison de Marcel. Elle a tout submergé. C'est pas vivable. C'est plus une vie, ça. C'est plus une vie. Moi, je vis dans l'attente de la prochaine inondation. Un violent orage et au petit matin, le paysage a bien changé. Une partie du village, les champs sont encore engloutis sous plus d'1 mètre d'eau. Il y avait une voiture qui était là, elle est partie. Une voiture, non. Emportée. Emportée, elle est là-bas à 400 mètres. Dans les rues, le courant est d'une extrême violence. Les pompiers doivent procéder à plusieurs évacuations. Impuissants face à la montée des eaux, de nombreux habitants se sont réfugiés au premier étage de leurs habitations. On ressent, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, vous voudrez pleurer, vous n'y arrivez pas, vous voulez vous sauver, vous pouvez pas, tellement qu'il y a de l'eau. En fin d'après-midi encore, il faut racler, nettoyer, avant de penser demain à reconstruire. Les intempéries à Marseille ont provoqué la fermeture de 9 plages jusqu'à demain midi. Pour raisons sanitaires, les eaux usées n'ont pu être traitées par la station d'épuration, saturée par les orages du week-end. Elles ont été directement déversées dans la mer. Hier, c'était la Côte d'Azur et le Pays Basque qui étaient touchés par les intempéries. Et si on y prenait garde, on pourrait presque se croire en novembre. Bref, un été pourri, mais comme le terme est un peu galvaudé, nous avons voulu savoir si cet été-là était vraiment plus pourri que les autres. Sophie Mézel, Bernard Puissesseau. Hélas oui, la journée de demain ne sera pas meilleure que celle d'aujourd'hui, mais elle ne pourra pas être pire. C'était l'été 1964 et le thermomètre affichait à peine 14 degrés à Paris, un record qui n'avait pas été battu depuis 1873. Sur des images... De 1977 à 1981, le scénario s'est renouvelé sans interruption. 4 étés de pluie, de vent et de froid. 24 à Marseille, et oui, on est en juillet. Je l'ai vérifié ici avant de descendre sur mon calendrier. Alors forcément, quand on compare, vu que dès qu'il s'agit de météo, la mémoire a tendance à être volatile, on ne peut pas dire que cet été que nous vivons aujourd'hui soit le plus médiocre des 50 dernières années. Même s'il est vrai que le beau temps s'est fait désirer en juillet et en août, toutes régions confondues. Il y a eu en moyenne, ces 2 derniers mois, entre 10 et 20% de journées ensoleillées en moins. Et il a fait, toujours en moyenne, 1 degré de moins sur toute la France. Il est vrai que depuis 10 ans, les années 90, on avait plutôt tendance à avoir des étés chauds, à part l'année 1993. Ce qui fait que cette année 2002 ressort tout de même comme un des étés les plus mauvais de ces 10 dernières années en tout cas. Ça c'est pour le mauvais temps. Alors ceux qui sont encore en vacances doivent apprendre à se faire une raison. Pour les autres, ceux qui ont repris le chemin de l'école, c'est presque une consolation. Si j'étais partie des vacances, de mon lieu de vacances avec du soleil, ça m'aurait fait râler. Mais là, avec la pluie, bon ben ça y est, on se met dans le bain. Hein. Pas pour longtemps, un grand beau temps est enfin prévu tout le week-end et sur toute la France. Asseyons-nous et causons. Telle est la méthode adoptée par François Fillon. Le ministre des Affaires sociales et du Travail a fait sa rentrée en rencontrant, à partir d'aujourd'hui, les principaux syndicats. Alors Marc Blondel de FO ce matin a visiblement apprécié la méthode. Bernard Thibault de la CGT, lui, n'a pas aimé le contenu. Séverine Lebrun, Caroline Boisson. Bonjour. À force de chercher les syndicats, le ministre des Affaires sociales pourrait bien finir par les trouver. Car les 3 priorités du gouvernement prêtent déjà à discussion. Mise en place d'un SMIC unique, assouplissement des 35 heures et allègement des charges patronales. Le ministre propose notamment d'augmenter le quota d'heures supplémentaires et là, la CGT ne l'entend pas de cette oreille. On est donc dans un projet de loi assez fondamental qui vise à accroître la subordination des salariés au bon vouloir de leurs employeurs. Si le projet devait rester en l'état, il ne pourrait recevoir que la désapprobation la plus ferme et la plus résolue de la part de la CGT. Le leader de Force ouvrière a quant à lui profité de cette entrevue avec le ministre pour ajouter un nouvel ordre du jour. Il y aura des revendications salariales avant peu, notamment là où il y a eu modération salariale du fait des 35 heures. Parce qu'il y a aussi augmentation des prix, c'est pas négligeable, et sur des produits de première nécessité. Toute la semaine, François Fillon recevra l'ensemble des partenaires sociaux.
L'occasion pour lui d'essayer de déminer par avance une rentrée sociale qui pourrait sentir la poudre. Alors au menu des discussions, l'assouplissement des 35 heures donc, c'est une revendication insistante des patrons, notamment dans les PME. Illustration dans une entreprise où, faute de pouvoir embaucher, on souhaite faire appel aux heures supplémentaires. Nathalie Moisan et Christian Gallet. Là, on a 740 panneaux à faire. 740, on en a fait combien ce matin là ce matin, on en a fait actuellement 200. Cadence, délai, les soucis du patron sont toujours les mêmes. Pourtant, cette fin août, entre les congés et les 35 heures, l'usine où sont fabriquées des cloisons de bureaux est à moitié vide. La solution pour le PDG serait d'avoir recours aux heures supplémentaires, aujourd'hui limitées par la loi. L'activité fait qu'on a besoin, à un moment donné, de pouvoir travailler plus pour répondre aux besoins de nos clients, aux besoins des commandes. Avec les 35 heures, les salariés ont gagné une demi-heure de temps libre par jour et 10 jours de repos par an. Pour ou contre les heures supplémentaires, les avis sont partagés. À ce moment-là, les 35 heures, ça ne sert plus à rien d'en faire. Si après on fait des temps en plus. Pour moi, je pense que les 35 heures, c'est pas fait pour faire des heures après. Je pense que si on a déjà une semaine bien remplie, on est bien satisfait de rentrer chez soi. Mais si au cas il y aurait besoin de faire plus d'heures, parce que bon, c'est ponctuel, donc ça, bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Dans le bureau d'études, pour réduire la durée du travail, il a fallu informatiser certaines tâches. Là, les heures supplémentaires sont perçues comme un plus financier. Bien sûr, une hausse des salaires, c'est toujours à prendre. Dans cette PME, la réduction du temps de travail n'a pas créé d'emploi, car le patron ne parvient pas à recruter. Les heures supplémentaires seraient donc pour lui la seule solution. C'est également celle que préconise actuellement le gouvernement. Et puis le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé, précise les choses sur le thème récurrent cet été des impôts. Le gouvernement va poursuivre ses baisses d'impôts concernant les ménages et les entreprises en 2003, conformément aux engagements de Jacques Chirac. Pour en savoir plus, il faudra attendre la fin du mois de septembre. À Toulouse, manifestation des salariés de la SNPE pour protester contre les 492 suppressions d'emplois annoncées par la direction, dont 402 sur le pôle chimique de Toulouse. Des suppressions d'emplois justifiées par le redémarrage seulement partiel des activités chimiques sur le site AZF. À Paris, évacuation d'un squat où logeait une centaine d'occupants. L'immeuble appartenant à la ville de Paris est situé rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement. La préfecture annonce que les personnes évacuées, pour raison de sécurité, font l'objet d'un relogement immédiat temporaire. L'évêque de Saint-Denis souhaite que la question des sans-papiers soit prise en compte et traitée avec générosité. Il a été en partie entendu, en partie seulement, puisqu'une délégation a été reçue tout à l'heure au ministère de l'Intérieur. Laetitia Legendre et Éric Delagneau. L'espoir jusqu'au dernier moment. Des centaines de sans-papiers venus de toute l'Île-de-France ont cherché à s'inscrire jusque tard dans la matinée sur la liste du collectif des sans-papiers de Saint-Denis. Ils demandent au gouvernement une régularisation rapide et sans condition. Qui nous donne une réponse sur notre situation actuelle, parce qu'on en a marre du gouvernement de droite qui fait de la fausse politique pour l'immigration. Avant de remettre au ministère de l'Intérieur la liste de 1150 noms des sans-papiers à régulariser, quelques centaines de manifestants ont défilé cet après-midi dans Paris, soutenus par certaines associations. Nous voyons de manière très concrète des traitements extrêmement discriminatoires et inégaux suivant telle ou telle préfecture. Ensemble nous sommes forts. Vers 17h, 6 délégués du collectif 93 ont été reçus place Beauvau. Le ministère de l'Intérieur, qui exclut toute régularisation massive, leur a rappelé que seuls les préfets étaient compétents pour un traitement au cas par cas de leur dossier. À Cherbourg, malgré le renfort des contrôles de police, les clandestins sont toujours plus nombreux à vouloir gagner illégalement l'Angleterre. Depuis le début de l'année, 500 d'entre eux ont été arrêtés. C'est une enquête de Jérôme Soulard et Mathias Barrois. Chaque nuit, dans le port de Cherbourg, c'est un drôle de jeu de cache-cache qui s'organise. Il y a ces silhouettes lointaines et fuyantes. Il y a ces policiers et CRS qui ratissent inlassablement les parkings. C'est impossible qu'ils viennent ici. Et puis bien sûr, il y a ces routiers inquiets. Pour chaque clandestin arrêté en Angleterre, le transporteur est lourdement pénalisé. Je sais que c'est un truc comme 20 000 francs français, quoi. Donc ça représente une jolie somme. C'est 20 000 francs par personne qu'on retrouve. Donc si vous avez 10 personnes, ce sera 200 000 francs, quoi. Ça fait beaucoup à donner.
Donne un numéro de plomb pour le 50. Au vu des circonstances, les compagnies de transport comme ici la Brittany Ferry ont même embauché du personnel. Chaque véhicule est ainsi fouillé avant embarquement. Lourd investissement, 2 à 3 millions de francs. Mais la compagnie avait-elle vraiment le choix? Ça fait à peu près 3 ans, mais là il faut avouer que cette année il y a une recrudescence. On a à peu près multiplié par 4 le nombre de clandestins depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Ouais, il y en a 2. Et ce matin, les fouilles ont encore été fructueuses. La police de l'air et des frontières est attendue pour interpellation. Dans ce camion, non pas 2, mais 3 clandestins. 2 Roumains, 1 Moldave, 3 hommes fatigués, mal en point et surtout dépités. Comme d'habitude, le chauffeur, lui, ne s'est rendu compte de rien. C'est un cauchemar, un véritable cauchemar. Tous ces problèmes, ces soucis, juste pour ça. Inquiet par ce nombre croissant de clandestins, la police attend des troupes supplémentaires promis par le ministère. Nous avons des renforts qui sont prévus, environ une quinzaine de personnes qui vont venir renforcer le service départemental de la police aux frontières sur Cherbourg même. Depuis janvier, déjà 500 clandestins candidats à l'exil ont été stoppés sur le port de Cherbourg. Mais combien de centaines d'autres ont finalement réussi cette périlleuse traversée? Le propriétaire d'un camping à Pornichet en Loire-Atlantique, condamné aujourd'hui pour discrimination par le tribunal de Saint-Nazaire. 2 sœurs françaises d'origine maghrébine auxquelles il avait refusé l'accès de son camping l'été dernier avaient porté plainte. L'homme devra payer 1 500 € d'amende et 1 000 € à chacune des plaignantes. La rentrée politique du Front National, 300 à 500 congressistes réunis sur les bords du lac d'Annecy. Le président du parti, Jean-Marie Le Pen, est attendu ce soir. Premier thème abordé, je cite, la liberté face à la démocratie totalitaire, avec pour cible le projet de réforme du scrutin proposé récemment par le gouvernement. Les journées d'été des Verts, avec l'avenir incertain de Dominique Voynet. Ébranlé par sa défaite aux législatives dans le Jura et au-delà par l'hécatombe des législatives, la secrétaire nationale pourrait annoncer son départ après-demain à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, où se tiennent ces journées d'été. Alexandre Cara et Fabrice Dujardin. Une nouvelle coiffure pour Dominique Voynet, mais surtout un nouveau départ. Depuis quelques jours déjà, chez les Verts, la rumeur courait que l'ancienne ministre du gouvernement Jospin pourrait, comme celui-ci, prendre ses distances avec la politique. Rien d'officiel, pourtant dans son entourage, on n'en fait pas mystère. Je crois qu'il y a besoin de prendre du temps, du champ et de la réflexion. Je crois que c'est ce que va faire Dominique Voynet. Elle va nous l'annoncer, je pense, cette semaine. Mais il n'y a pas angoisse par rapport à ça. Ni pour Dominique Voynet, ni pour le mouvement. On va continuer à exister. En fait, elle n'aura fait qu'une brève apparition à l'université d'été des Verts. Dès la fin de la matinée, elle a quitté les débats, probablement pour rejoindre Louvciennes, où elle suit actuellement les cours de l'Institut des entreprises. Objectif, devenir consultante dans le domaine de l'environnement. Retrouver un métier après des années de politique, un départ qui ne chagrine pas tout le monde. Je pense que lors du congrès de novembre-décembre, de toute façon, elle avait assez peu de chances d'être élue secrétaire nationale, compte tenu du bilan d'un an. Donc c'est peut-être mieux que ça se termine comme ça, c'est-à-dire que ce soit elle qui prenne l'initiative de ne pas se représenter. Des Verts qui réfutent en tout cas toute comparaison avec l'attitude de Lionel Jospin. C'est pas un leader de la gauche plurielle de plus qui s'en va. Dominique Voynet ne s'en va pas. C'est pas parce qu'on quitte un poste qu'on n'a pas un rôle à jouer au sein de son parti. L'annonce officieuse du départ de Dominique Voynet a quelque peu éclipsé le débat de fond chez les Verts. Et notamment de cet audit de 102 pages, qui montre clairement qu'à moins de s'organiser plus efficacement, les Verts pourraient perdre leur poids politique dans les prochaines années. Frapper vite et fort, c'est le credo américain pour lutter contre l'Irak de Saddam Hussein et ses armes de destruction massive. Le vice-président Dick Cheney l'a redit hier soir, le temps joue contre nous. Anne Poncinet. Dans le débat entre partisans et opposants à une action militaire en Irak, le vice-président a clairement indiqué son camp, celui de l'action. Si les États-Unis avaient pu empêcher le 11 septembre, nous l'aurions fait, il n'y a aucun doute. Et si nous sommes capables d'empêcher une nouvelle attaque encore plus dévastatrice, nous le ferons, sans faute. Ce pays ne vivra pas à la merci de terroristes ou de régimes de terreur. Il a fallu tout l'art du porte-parole du président pour commenter cette déclaration sans avoir l'air de s'en démarquer, car le président hésite. Dernièrement, ceux-là même qui, comme James Baker, conseillèrent George Bush père pendant la guerre du Golfe, pressent aujourd'hui le fils d'agir avec prudence. Dimanche, dans la presse, James Baker recommandait à George Bush de ne pas faire cavalier seul face à l'Irak. Hosni Moubarak
Un des principaux alliés arabes des États-Unis a vivement réagi aux propos de Dick Cheney pour dire qu'aucun leader arabe ne saurait contenir la colère de son peuple en cas d'intervention militaire américaine en Irak. Le prosélytisme islamiste retrouve encore en Grande-Bretagne une terre d'élection. La preuve avec cette cassette vidéo qu'a pu se procurer le Daily Mirror. On y voit le cheikh Abu Hamza légitimant le meurtre de non-croyants vivant en terre musulmane. Correspondance à Londres, Laurent Boussier. La scène a été filmée récemment par une caméra cachée dans la mosquée de Birmingham, une ville du nord de l'Angleterre. On y voit et surtout on entend Cheikh Abu Hamza, un des principaux leaders de l'islam radical en Grande-Bretagne, expliquer à de jeunes militants que voler ou tuer sont des armes légitimes contre les ennemis de l'islam. Beaucoup de non-croyants sont des espions, même s'ils ne font rien. Si les musulmans ne peuvent pas les réduire à l'esclavage ou les vendre sur un marché, alors tuez-les. Ces cassettes ont été obtenues par le Daily Mirror 2 jours seulement après la première apparition publique d'Abu Hamza depuis le 11 septembre 2001. Ce jour-là, sur Trafalgar Square, entouré de militants en tenue de combat, mais aussi filmé par la police, cet homme qui a perdu ses 2 mains et un œil en Afghanistan et dont l'extradition est demandée par le Yémen et les États-Unis, se défendait de tout appel à la violence. Discours en public ou prêche dans les mosquées, le double langage est évident. Abu Hamza n'en est pas à ses premiers appels à la guerre sainte ou à la violence. Mais pour l'instant, le gouvernement britannique, dont l'attitude vis-à-vis des islamistes a toujours été ambiguë, s'est contenté de faire savoir que les cassettes de Birmingham étaient en ce moment étudiées et visionnées par Scotland Yard. Sitôt voté, la police espagnole a mis en application la suspension pour au moins 3 ans des activités du parti indépendantiste basque Batasuna. À Bilbao, les policiers anti-émeutes ont dû déloger 300 partisans qui défendaient l'accès au siège du parti basque. Même chose à Vitoria, la capitale administrative du pays. Et puis dans la nuit, 8 nouveaux autres bureaux avaient été fermés de force. À noter que la police a également désamorcé ce matin une bombe placée devant le tribunal de la petite ville basque de Tolosa. Des chirurgiens qui manquent d'assurance devant le risque d'une multiplication des procès intentés par les victimes d'accidents médicaux. Les compagnies d'assurance se retirent du marché. De nombreux établissements privés de soins ont déjà reçu un avis de résiliation de leur contrat. Laura Kwiatkowski, Édouard Perrin. Bonjour, Jean-Pierre. Au programme du docteur Olivero aujourd'hui, René, un cas particulièrement sensible. 13 ans qu'il essaie de soigner sa jambe infectée au cours d'une opération dans un autre hôpital. René aurait pu décider de faire un procès à cet établissement, mais il préfère garder ses forces pour guérir. On va voir l'argent, mais ça servira à quoi l'argent? Le microbe, on l'a toujours, et on est toujours embêté que la jambe, on aura des séquelles. Et même à l'hôpital Croix-Saint-Simon, les médecins ne promettent pas de miracle. Leur devoir est de prévenir le patient sur tous les dangers de son opération. Si on prévient tous les patients des risques qu'ils encourent, s'ils veulent faire un procès, ils le feront. Ce sera au juge de décider si c'était une faute de notre part ou si c'est lié à la pathologie qui fait que c'était inévitable. René n'ira donc pas au tribunal. Il n'empêche de plus en plus de patients portent plainte contre leur établissement de santé. Attaquer l'hôpital au moindre soupçon d'erreur médicale, c'est ce que permet aujourd'hui la loi Kouchner de mars 2002. Conséquence, le nombre de poursuites augmente, le montant des dommages aussi. Et certains assureurs ont déjà décidé de quitter le secteur médical. Notre hôpital a reçu en juillet, il n'y a pas très longtemps, une lettre de son assureur américain, en l'occurrence, qui nous annonce la résiliation de son contrat de responsabilité civile au 31 décembre 2002 à minuit, sans plus d'explications. Aujourd'hui, la moitié des hôpitaux et cliniques pourraient perdre leur couverture. À terme, cela pourrait amener certains établissements à sélectionner les patients présentant les risques les moins élevés. Un mauvais point pour le permis du même nom. Une étude de nos confrères du magazine Action Automoto révèle que plus de la moitié des points officiellement retirés du permis de conduire pour infraction ne sont pas vraiment retirés dans les faits. Cafouillage et passe-droit, comme nous l'expliquent Luc Bazizin et Nadine Picard. La peur du gendarme n'est peut-être plus ce qu'elle était. Et pour cause, la menace de perdre tout ou partie des 12 points du permis de conduire ne fait plus trembler tous les automobilistes. Après une infraction constatée, la punition n'est pas aussi systématique que la loi le prétend. C'est ce que révèle une enquête du magazine Automoto qui pointe du doigt les problèmes informatiques. Au niveau du fichier du permis de conduire, ce fichier aurait tendance à rejeter un certain nombre de PV dès qu'il y aurait la moindre imprécision dans sa rédaction. Voilà.
Mais ce n'est pas la seule cause. L'indulgence, le copinage, les erreurs de relevé sur les PV aboutissent à cette situation. Il y a eu en 2001 1 200 000 excès de vitesse relevés par les forces de l'ordre, mais a priori 600 000 de dossiers de retrait de points ont abouti. Cet avocat parisien, lui, s'oppose farouchement au permis à points qui pourtant le fait vivre. 1000 dossiers traités, 1000 procès gagnés. Selon lui, la recette est simple, il y a toujours un vice de forme à dénicher. Le permis à points est totalement inefficace, selon moi, puisque moi je trouve la parade. Donc il est inefficace. Si je vous dis que tel comportement est répréhensible et que pour vous faire peur, je vous colle une amende, mais que si vous venez me voir, eh bien je vous permets de ne pas payer l'amende, il n'y a plus de texte. Créé il y a 10 ans, le permis à points devait responsabiliser l'automobiliste. Aujourd'hui, l'État se retrouve dans une impasse administrative et constate que sa loi s'applique à 2 vitesses. L'âge d'or révolu du Futuroscope, le célèbre parc d'attractions de Poitiers a perdu 1 million de visiteurs en 7 ans, passant de 2 800 000 visiteurs annuels en 1995 à 1 800 000 de prévision pour cette année. Du coup, le déficit s'est creusé et le groupe de presse Amaury, qui avait racheté le parc il y a 2 ans, va finalement jeter l'éponge en le rétrocédant au département de la Vienne. Au passage, 150 emplois au moins vont être supprimés. Vincent Fourcade, Alain Locaccio. Inquiets pour leur avenir, les salariés du Futuroscope. Depuis plus de 2 ans, leur parc ne fait plus recette et un plan social est maintenant en préparation. Les syndicats parlent déjà de 200 licenciements possibles, le résultat selon eux d'une mauvaise gestion du parc. La direction a toujours misé sur le fait qu'il fallait vivre en autarcie, réduire les coûts coûte que coûte, y compris le nombre de salariés, mais n'a jamais su développer quoi que ce soit au niveau de la clientèle. Les salariés, premières victimes du gouffre financier qu'est devenu le Futuroscope. 12 millions d'euros de pertes en 2001 et cette année s'annonce tout aussi catastrophique. Au bord du dépôt de bilan, le groupe de presse Amaury qui exploite le parc veut maintenant revendre et passer la main. Le département de la Vienne va donc récupérer son parc. L'expérience de la privatisation est un échec. On a pensé en effet que peut-être, passant la main à des privés, ils feront aussi bien et peut-être mieux que nous. Et puis ça s'est trouvé différemment, alors bon. Après avoir vendu un parc en bonne santé, la Vienne se retrouve donc au chevet d'un grand malade. Le parc a mal vieilli et les nouvelles technologies d'hier ne font aujourd'hui plus rêver. 900 000 visiteurs de moins en 2001 qu'il y a 4 ans. Tant mieux pour nous, moyen de monde, plus vite on passe aux queues. L'avenir du parc et de ses salariés sera réglé dans quelques jours. Les années fastes des débuts sont bel et bien révolues. Des années où le Futuroscope absorbait près de la moitié des investissements du département. À Carnac, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi, dans un lointain passé, des hommes ont dressé vers le ciel une formidable armée de pierres. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, le site est devenu un lieu d'incantation bien peu préhistorique. Plusieurs associations occupent depuis dimanche la zone pour protester contre la limitation d'accès au site. Olivier Sioux, Michel Hiver. C'est l'histoire d'un village qui résiste encore et toujours, etc., etc. 12 ans que ça dure, 12 ans que ses habitants refusent de laisser la place à un projet d'aménagement des alignements de Carnac. Dernier rebondissement, l'occupation du bâtiment d'accueil par un collectif d'opposants, au grand étonnement des touristes surpris et parfois contrariés par cette nouvelle attraction si typiquement française. Alors, pas comme ça. Vous préservez le site en laissant les gens monter dessus. Car la première conséquence de cette occupation, c'est que les milliers de visiteurs quotidiens piétinent allègrement les plates-bandes des menhirs, désormais libres d'accès, compromettant le travail de reconquête du sol. Pourtant, les irréductibles l'assurent, ils sont pour l'aménagement du site, mais pas comme ça. Ce qui proposait l'État français en 1991, et il en convient lui-même d'ailleurs, c'est fait en dehors de toute concertation avec aussi bien les populations locales qu'avec les visiteurs qui viennent ici. Depuis, l'État a reculé par rapport à ces propositions initiales. Pas du tout. Le bâtiment d'accueil au début devait faire 2100 m², maintenant il fait 1600 m², maintenant il fait 2003, ce qui ne s'appelle pas un recul. Un projet immobilier dont le préfet nie formellement l'existence, préférant mettre en avant quelques avancées futures, très écologiques. Il y a des clôtures à l'heure actuelle qui ne sont pas très belles. Ces clôtures vont être transformées en haies paysagères. La gratuité pour la visite est garantie. Et donc les gens pourront à pied et à vélo se promener sur les chemins qui vont être créés à cet effet. Aux dernières nouvelles, l'État accepterait que, même expropriés, les habitants du hameau puissent y rester jusqu'à la fin de leur jour. Au départ, il était prévu de raser les maisons pour revenir à un hypothétique état originel, sauf qu'à l'origine, il n'y avait pas non plus de menhir.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Internet et les emails n'ont pas signé l'arrêt de mort de la correspondance à l'ancienne. Au contraire, les cartes postales estivales marchent toujours très fort et globalement le volume du courrier a doublé en 20 ans. Chaque jour, 75 millions d'objets sont acheminés par la poste. Et du coup, pour ces boîtes aux lettres, la Poste passe à la taille XXL. 2000 boîtes monumentales seront installées dans nos rues d'ici 1 an et demi. Elisabeth Esley, André Issa. À gauche ou à droite? Oui, c'est bien celle-ci, la nouvelle boîte relookée. Signe particulier, ouverture plus grande pour les gros formats, accessibilité aux handicapés et contenance 2 fois plus importante, jusqu'à 1500 enveloppes. Le volume de courrier déposé dans certains endroits de France augmente fortement et nos boîtes traditionnelles saturaient, débordaient et nous étions obligés de les vider très fréquemment. Donc on a inventé une boîte plus importante de manière à stocker beaucoup plus de courrier tout au long de la journée. Malgré les portables et les mails, les volumes augmentent de 1 à 3% par an, avec de plus en plus de grosses enveloppes pour le courrier d'entreprise. 75 millions de lettres et objets sont triés tous les jours par les postiers. 200 nouvelles boîtes aux lettres sont déjà en place dans les grandes villes et les lieux touristiques. Il y en aura 2000 d'ici l'année prochaine. À ce moment-là, il restera encore 130 000 anciens modèles dans les rues. Le sommet de la Terre à Johannesburg en Afrique du Sud, les débats se focalisent aujourd'hui sur l'agriculture et sur les subventions versées par les pays riches à leurs agriculteurs. 1 milliard d'euros par jour, soit 6 fois plus que l'aide annuelle accordée aux pays pauvres. Parmi les autres thèmes majeurs figure la biodiversité. Et à ce propos, la disparition de nombreuses espèces animales inquiète les protecteurs de la nature. Selon certaines études, 80% des mammifères et des oiseaux seraient menacés d'extinction. Agnès Monteux, Cyril Paquet. Panthères des neiges, panda roux ou manchots de Humboldt, ils font partie des 11 000 espèces directement menacées d'extinction. Mais ils pourraient être beaucoup plus nombreux. Nous ne connaissons que 2 millions d'espèces, à peine le 10e des plantes et des insectes qui vivent dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que leurs derniers habitats sont peu à peu grignotés par l'homme, à un rythme régulier, 10 millions d'hectares par an. Les premiers touchés, ce sont les grands mammifères. Derrière, toute la chaîne alimentaire est perturbée. Le phénomène d'extinction est un phénomène naturel. De même qu'on naît, on meurt. Ce qui est nouveau, c'est que la cause de la disparition des espèces, c'est l'homme. Et d'autre part, c'est l'intensité du phénomène qui est considérablement accélérée en raison du succès écologique et économique de l'homme qui envahit la planète et qui la transforme sans toujours savoir ce qu'il fait. Exemple, quand certaines espèces disparaissent, d'autres s'imposent, souvent nuisibles pour l'homme, comme les sauterelles qui ravagent les cultures. Alors certaines espèces peuvent être réintégrées dans leur milieu naturel avec succès. Par exemple, en baie de Somme, d'où les phoques avaient disparu depuis 20 ans, ils sont aujourd'hui la plus grosse colonie française. Agnès Monteux, Cyril Paquet. Dans la baie de Somme, la marée impose toujours son rythme. Quand l'eau se retire, les langues de sable apparaissent et les phoques se regroupent, souvent pour jouer comme des marsouins. Les spécialistes savent alors où les surveiller. Ces mammifères, très curieux et un peu myopes. Bientôt, ils seront une vingtaine à encercler leur bateau. Ils sont fatigués. À marée haute, chacun a chassé dans son coin. Dans l'eau, ils sont vraiment très actifs. Une fois qu'ils montent sur les bancs de sable, c'est vraiment pour se reposer, pour fabriquer de la graisse, les mères pour allaiter leurs petits. Et là, ils sont beaucoup plus calmes. L'été est une période de mue et de naissance. Les phoques ne doivent surtout pas être dérangés sur leurs bancs. Il y a 1, 2, 3. Il y a au moins 3 jeunes. 3 jeunes apparemment de cet été. Aujourd'hui, ils sont une centaine, mais il y a encore 20 ans, il n'y avait plus de phoques dans la baie. Au 19e siècle, surtout pendant la deuxième partie du 19e siècle, ils ont été chassés, ça fait partie des loisirs de la baie. Émigrés vers l'Écosse ou les Pays-Bas, ils reviennent lentement. Le secret de ce retour, leur tranquillité. Pour cela, des bénévoles ont décidé de les montrer aux touristes, de les faire découvrir à distance pour mieux les protéger. Ça t'étonne de savoir qu'il y a des phoques ici? Bah ouais, je les ai jamais vus. Je viens tout le temps et je les ai jamais vus. Il faut essayer de ne pas trop s'approcher en fait. Il faut rester à une distance de 400 mètres à peu près. Le but, apprendre à vivre avec les phoques. Et tous les professionnels s'y sont mis. Dans ce club de canoë par exemple, on surveille aussi les phoques et on informe les touristes. Quand on vient faire du kayak, on est content de découvrir la baie, mais on est aussi content
de voir le phoque. Et je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Alors là, on vient de voir un phoque dans l'eau. Donc en principe, dans l'eau, il n'y a pas trop de problème. Bon, il était Ici, tout le monde l'a bien compris, la protection des phoques dans leur environnement, c'est aussi un atout économique. Sorti demain sur les écrans du 4e film de Nicole Garcia, L'Adversaire. C'est un film sombre inspiré d'une histoire vraie, celle de Jean-Claude Roman, père de famille irréprochable, mari dévoué, amant attentionné, mais qui a bâti sa vie sur un gigantesque mensonge. Et il faudra un quintuple meurtre pour découvrir enfin la vérité. Jean-Claude Roman est aujourd'hui en prison, condamné à perpétuité. À l'écran, vous venez de le voir, c'est Daniel Auteuil qui incarne ce personnage inspiré par le fait divers. Alors avant d'en parler avec vous, Daniel Auteuil, eh bien, on regarde le sujet de Marie Jaujoin et Jean-Louis Meul. Quand je pars de la maison, je vais nulle part. Je roule, je m'arrête, j'attends. Ceci est une histoire vraie et totalement invraisemblable. Celle de Jean-Claude Roman qui, en 1993, assassinait femmes, parents et enfants après leur avoir fait croire pendant 18 ans qu'il était médecin à l'Office mondial de la santé. Adapté du récit d'Emmanuel Carrère, L'Adversaire de Nicole Garcia ne tente pas de cerner le personnage. Il avait déjà fait un récit, qui était déjà un palier par rapport à ce fait divers, et moi j'en ai fait un autre, vraiment, qui est œuvre de fiction, quoi, une œuvre romanesque, sombre. Nicole Garcia n'a pas voulu non plus rencontrer Jean-Claude Roman en prison, contrairement à l'écrivain qui l'avait fait pour comprendre. J'ai pas eu très longtemps l'idée naïve que lui me livrerait la vérité de son histoire. Parce que tout simplement, je crois que lui-même n'y a pas accès. Et c'est même sa tragédie. La tragédie d'un homme pris au piège de ses mensonges, à la fois inquiétant lorsqu'il est seul et tellement rassurant pour ses proches. Je trouve qu'il y a une sensation commune entre lui et nous, que cette part d'ombre qu'il a en lui, ce personnage, on l'a pour tous en chacun de nous, on s'arrange mieux avec que lui, on ne se laisse pas envahir, on ne laisse pas prendre les proportions que lui laisse prendre. Il y a quelque chose de l'humaine nature qui m'a troublé. Aucun jugement dans cette œuvre autour du désarroi d'un homme. Cardiologie. Jamais une question, jamais un doute. On n'avait rien vu. Peut-être que j'ai pas su l'écouter. Et le jeu d'un acteur qui rend presque palpable une grande violence jamais montrée. Daniel Auteuil est avec nous, merci d'être sur ce plateau. Alors c'est un pronostic très personnel, mais franchement c'est un rôle qui pourrait vous valoir un 3e César, ça, non ? Ouais, pourquoi pas. J'y ai pas pensé. Écoutez, que ça vaille déjà aux spectateurs 2 heures de 2 heures d'intense voyage. Voilà, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Alors, moi j'ai ressorti les articles de l'époque, hein, La double vie consumée de Jean-Claude Roman, c'était dans Libération en 93, Les secrets d'un menteur forcené, c'était dans le Figaro également à la même époque. C'est vrai que c'est un abîme, c'est quelque chose d'assez vertigineux que cette vie de cet homme que vous incarnez, oui, et qui a menti pendant 18 ans à sa famille sans que personne ne s'aperçoive de rien. Oui. Alors pour moi c'était surtout un extraordinaire, un magnifique scénario, un rôle immense, la possibilité de faire des choses que je n'avais encore jamais pu explorer. C'était participer à un film qui nous apporterait, bien sûr c'est un fait, bien sûr qu'on parle d'un fait divers, mais quand la réalité est à ce point plus forte que la fiction, on n'y peut rien, quoi. Et ce film, puisqu'il s'agit d'un film, permet vraiment aux spectateurs que je suis de ce film, parce que c'est un très curieux, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai fait en occultant certains problèmes, certaines questions. Par exemple, vous n'êtes pas allé ni sur les lieux où s'est passée l'action en vrai, vous n'avez pas rencontré non plus les protagonistes de cette affaire. Vous avez choisi de rester en retrait. Pas en retrait, c'est-à-dire qu'il y a eu le problème d'Emmanuel Carrère avec cette histoire, il l'a réglé. Il a écrit le voilà, livre. C'était son problème, c'était son histoire à lui. Il y avait Nicole Garcia et cette histoire, c'est son histoire à elle, et moi, on m'apporte un rôle dans un film superbe, voilà. Moi, bien sûr, je suis bien obligé de penser que cette histoire était vraie, que le type en question existe et qui regarde sûrement la télévision.
Peut-être en ce moment même. En ce moment même, mais je le salue avec toute ma compassion. Mais tout ça ne lui appartient plus. Alors, Nicole Garcia vous a dirigé. Qu'est-ce que ça change d'être dirigée par une actrice? J'ai lu qu'elle mimait certaines scènes, elle jouait devant vous certaines scènes pour vous donner des indications. Oui, c'est-à-dire c'est un truc que je demande de plus en plus aux metteurs en scène pour éviter qu'ils me parlent longtemps. Pourquoi c'est rasant? Un peu. Et quand on a la chance de tomber sur un metteur en scène acteur, ça va très très vite. Donc non, mais c'était un jeu. C'est-à-dire que j'aimais bien que Nicole me montre, parce que c'est une actrice fantastique, une femme extrêmement vibrante que tout le monde connaît, et un grand metteur en scène qui a un regard très particulier. Effectivement, le regard d'une femme sur une histoire comme ça aussi dure, je dirais que c'est quoi? C'est peut-être plus d'humanité, quoi. C'est quelque chose de, oui, peut-être plus d'humanité. En tout cas, c'est très agréable d'être regardé par elle. Hein. Alors, à l'exception du Placard en l'an 2000, on vous a quand même souvent beaucoup vu dans des rôles graves. Vous n'avez pas du tout envie de revenir à des choses plus légères comme au début de votre carrière? Mais voilà, j'arrive. À partir du 15 septembre, je fais une comédie avec Pierre Salvadori et avec José Garcia. Bien sûr. Vous savez, les comédies, faut pas croire. C'est-à-dire que c'est aussi... quand on fait rire dans une comédie, généralement, les rôles sont aussi très très intenses. On fait vraiment rire du malheur des autres dans les comédies. Donc ça réglera aucun problème. Hein. Interprétation magnifique de Daniel Auteuil dans L'Adversaire, sorti en salle demain. Merci d'être venu nous voir. Avant de se quitter, deux mots de sport. Football en finale retour de la Coupe Intertoto. Lille a été éliminé par Stuttgart tout à l'heure. L'équipe allemande a battu le LOSC 2-0. À l'aller, les Lillois l'avaient emporté 1-0. Ils ne disputeront donc pas de Coupe d'Europe cette année. Et puis une image à New York, hier, en ouverture du tournoi de l'US Open. Un hommage rendu aux héros du 11 septembre. La bannière étoilée retrouvée dans les décombres du World Trade Center a été hissée sur le cours central de Flushing Meadows. Elle y restera jusqu'à la fin du tournoi le 8 septembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo et on croise les doigts avec Patrice Drevet. Juste après la deuxième partie de votre feuilleton, Garonne. À 0h10, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin, Roland Sicard recevra Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement dans Les 4 vérités. À 13h, Daniel Bilalian. Et on se quitte sur ces images qui viennent d'Écosse, une île baptisée l'île de Skye, où l'on a retrouvé des empreintes de dinosaures vieilles de 165 millions d'années. Bonsoir, merci.